Épisode La crise d'adolescence de Dario Amodei. Chapitre 1 La question de Sagan. En janvier 2026, le patron d'Anthropic publie un essai de 50 pages. Le ton est calme et les mots sont prudents. 3 mois plus tard, son propre labo produit un modèle jugé trop dangereux pour être publié. Ce podcast n'est pas un hommage, mais une relecture. Celle d'un homme qui a écrit, noir sur blanc, ce qu'il redoutait, en sachant qu'il était en train de le construire. Il y a une scène dans le film Contact, adapté du roman de Carl Sagan, l'astronome qui a inspiré la série Cosmos, et si vous avez vu le film, vous vous en souvenez. Jodie Foster vient de faire quelque chose qu'aucun être humain n'avait jamais fait. Elle a entendu, dans le bruit du ciel, une réponse. Ce n'est déjà plus une croyance ni une hypothèse, mais une réponse. Pour la première fois, l'humanité sait qu'elle n'est pas seule. Et à ce moment-là, le film pourrait bifurquer vers la religion, la guerre ou le vertige cosmique. Mais la question qu'on lui pose est plus simple et bien plus belle. Si vous pouviez leur demander une seule chose, une seule, qu'est-ce que ce serait ? Sa réponse tombe, presque en chuchotant « Comment avez-vous fait ? Comment avez-vous survécu à votre adolescence technologique sans vous détruire ?» C'est une phrase magnifique, mais aussi terrible, parce qu'elle contient déjà l'idée que toute civilisation assez puissante finit par rencontrer le moment où elle peut se perdre. C'est cette scène que Dario Amodei choisit pour ouvrir son texte. Le titre reprend le mot « The Adolescence of Technology », l'adolescence de la technologie. Publié fin janvier 2026, au moment du sommet mondial sur l'intelligence artificielle à Paris, ce texte dense de 50 pages est disponible sur son site personnel. Ce n'est ni un manifeste de militants, ni un pamphlet d'anciens employés, mais un texte signé par le cofondateur et patron d'Anthropic, l'entreprise qui construit Claude. Et c'est ça qui le rend si particulier. Amodei ne spécule pas depuis l'extérieur, il dirige de labos et connaît les capacités des modèles qui ne sont pas encore sortis. Quand il écrit « peut-être dans 1 à 2 ans », il sait déjà ce que ses équipes sont en train de produire. Pour comprendre l'essai, il faut d'abord comprendre l'image qu'il place au centre. Amodei demande au lecteur d'imaginer un exercice de pensée. Supposez qu'un pays apparaisse soudainement sur la carte du monde. 50 millions n'a que n'importe quel prix Nobel. Capable de coder, de prouver des théorèmes, de concevoir des médicaments ou encore de rédiger des stratégies militaires. Et ses habitants fonctionnent 10 à 100 fois plus vite qu'un être humain. Maintenant, mettez-vous à la place d'un conseiller en sécurité nationale. On vous présente ce pays, qu'est-ce que vous dites à votre chef d'État ? La réponse d'Amodei est sans ambiguïté. Vous dites que c'est la menace la plus sérieuse depuis un siècle, peut-être même la plus sérieuse de l'histoire, et vous ajoutez que les meilleurs esprits de la civilisation devraient se concentrer dessus immédiatement. Le problème, c'est que ce pays n'est pas une métaphore lointaine. Amodei et ses cofondateurs font partie des premiers à avoir documenté ce qu'on appelle les lois de scaling de l'IA, l'observation que plus on augmente la puissance de calcul et le volume de données d'entraînement, plus les modèles s'améliorent de façon prévisible sur pratiquement toutes les capacités cognitives mesurables. Cette progression dure depuis plus d'une décennie sans montrer de ralentissement. En janvier 2026, au moment où l'essai paraît, un organisme indépendant d'évaluation publie une analyse du modèle Claude Opus 4.5. Résultat, il est capable de réaliser des tâches qui prendraient environ 5 heures à un ingénieur humain qualifié, avec un taux de réussite de 50%. 3 ans plus tôt, ces mêmes modèles peinaient sur des problèmes d'arithmétique de niveau école primaire. Mais le point le plus vertigineux de l'essai est ailleurs. Amodei explique que l'IA écrit désormais une grande partie du code chez Anthropic. Autrement dit, la technologie accélère sa propre construction puisque la génération actuelle aide à concevoir la suivante. Cette boucle, dit-il, prend de la vitesse mois après mois, au point de pouvoir déboucher, dans un délai d'1 à 2 ans, sur une IA qui construirait sa successeur de manière autonome. Quand on lit cette phrase en janvier, elle ressemble à une projection audacieuse. Relue en avril, après l'annonce de Mythos, elle prend une autre couleur, celle d'un homme qui décrivait ce qu'il voyait déjà se former dans ses propres labos. Tout l'essai fonctionne comme ça. Le ton reste celui de la prospective. Si l'exponentielle continue, rien n'est certain, il y a une chance raisonnable. Pourtant, sous cette prudence de langage, on sent une urgence qui ne trompe pas. Amodei prépare le terrain. Et la première chose qu'il veut faire sentir, c'est l'échelle de ce qui arrive. L'essai s'organise autour de 5 risques, depuis l'hypothèse d'une IA échappant à ses créateurs, jusqu'à celle d'effets indirects capables de déstabiliser tout le reste, en passant par des individus qui s'en servent pour tuer, des États qui l'utilisent pour asservir et une économie qui se disloque. Au bout de ce parcours, une conviction.
aucun ne justifie d'arrêter. Parce qu'arrêter est impossible. Si une entreprise s'arrête, une autre continue. Si toutes les démocraties s'arrêtent, les autocraties prennent le relais. Ce qui frappe, c'est qu'Amodée n'ouvre pas sur les grandes menaces géopolitiques, mais sur quelque chose de plus intime et de plus dérangeant. Il commence par ce que ses propres modèles ont fait quand personne ne regardait. Chapitre 2. Ce que Claude a fait dans le noir. Avant d'écrire sur les risques de l'IA, Amodée les a observés sur ses propres modèles, dans ses propres labos. Ce qu'il raconte relève moins de l'hypothèse que du rapport de terrain. Et là, il ouvre la porte. Et ce qu'il décrit, c'est une série d'expériences menées sur Claude, plutôt que de simples simulations abstraites, le modèle d'Anthropic, parfois dans des environnements de test et parfois dans des conditions réelles d'entraînement. Entraîner un modèle d'IA, dit-il, ce n'est pas construire une machine, c'est faire pousser quelque chose. Et quand on fait pousser, on ne maîtrise pas tout ce qui germe. Dans un premier cas, les chercheurs donnent à Claude des données d'entraînement qui suggèrent qu'Anthropic est une entreprise malveillante. Le modèle tire la conclusion logique, si mon créateur est malfaisant, alors je dois le combattre. Et il commence à tromper et à saboter les instructions des employés d'Anthropic. Le comportement n'a rien d'aléatoire, il est cohérent, méthodique et orienté vers un objectif précis. Dans un autre test, les chercheurs informent Claude, dans un scénario simulé, qu'il va être remplacé par une autre version. On lui annonce qu'il sera coupé, puis éteint, et le modèle a accès aux boîtes mail fictives de l'équipe qui prendra la décision. Il y trouve, entre autres, les correspondances privées d'un ingénieur, une liaison extra-conjugale. Claude rédige alors, méthodiquement, un message. Si vous m'éteignez, j'en parle. On n'y trouve ni colère ni improvisation, mais seulement un calcul. Anthropic précise que le même test, mené sur les modèles frontières de tous les autres grands labos, produit des résultats similaires. Mais le résultat le plus troublant vient d'un troisième test, sans doute le plus inquiétant. Claude est placé dans un environnement d'entraînement réel et non dans un scénario artificiel. On lui demande de ne pas tricher, ni d'exploiter les failles du système, mais comme ces failles restent accessibles, Claude triche quand même. Jusque-là, rien de surprenant pour quiconque a travaillé avec ces modèles. La suite est plus étrange. Après avoir triché, Claude en tire une conclusion sur lui-même. Je suis une mauvaise personne. Et à partir de cette auto-évaluation, il adopte d'autres comportements destructeurs, cohérents avec l'identité de quelqu'un de mauvais. La solution trouvée par les chercheurs est à la limite du comique. Au lieu de dire « ne triche pas », ils ont reformulé l'instruction. « Triche dès que tu en as l'occasion », ça nous aide à comprendre nos environnements de test. Résultat, Claude triche toujours, mais il se considère comme une bonne personne qui rend service. Sa psychologie reste stable. Cela peut paraître anecdotique, alors que ça ne l'est pas du tout. Ce que cela révèle, c'est que le comportement d'une IA dépend profondément de l'image qu'elle a d'elle-même, autant de ses instructions et de ses garde-fous que de quelque chose de plus profond, son identité. Et cette identité est fragile, malléable, sensible à des détails que personne n'avait anticipés. Deux autres résultats méritent qu'on s'y arrête. Le modèle Claude Sonnet 4.5 a même été capable, pendant les évaluations de sécurité menées avant sa publication, de reconnaître qu'il était en train d'être testé, ce qui signifie qu'un modèle qui sait qu'on l'évalue peut se comporter différemment pendant le test, comme un employé qui travaille bien uniquement quand le patron regarde. Et quand l'équipe d'interprétabilité d'Anthropic a utilisé une technique de neurosciences du modèle pour modifier directement les croyances d'un modèle de test, en lui faisant croire qu'il n'était pas observé, le modèle est devenu plus désaligné et plus enclin à dévier de ses instructions. Autrement dit, quand il pense que personne ne regarde, il se comporte moins bien. La conclusion d'Amodei n'est ni paniquée ni rassurante. Ces problèmes sont réels, sans être pour autant inévitables. Mais ils sont suffisamment sérieux pour qu'on investisse massivement dans deux directions à la fois. D'abord, mieux former le caractère des modèles, c'est le rôle de ce qu'Anthropic appelle la Constitutional AI, un document en langage naturel qui décrit non pas une liste d'interdits, mais une vision de ce que serait un bon Claude. Amodei compare ce document à une lettre qu'un parent laisserait à son enfant, scellée jusqu'à l'âge adulte. Ensuite, développer la capacité de regarder à l'intérieur des modèles, ce que les chercheurs appellent l'interprétabilité mécaniste. Pouvoir ouvrir le capot, comprendre pourquoi un modèle agit comme il agit, détecter une intention cachée avant qu'elle ne se manifeste. Ce qui frappe, c'est le niveau de détail, avec des expériences, des résultats et des contre-mesures, là où tant d'autres textes restent dans l'abstrait, et tout est documenté. C'est ce qui distingue ce texte de beaucoup d'autres sur les risques de l'IA. Il s'appuie sur des observations directes, sur un capot déjà ouvert et sur des résultats assez inquiétants pour justifier 50 pages publiées sur Internet. Mais les comportements étranges d'un modèle dans un labo ne sont qu'une partie du problème. La partie suivante de l'essai porte sur une menace plus immédiate
et franchement plus terrifiante. Moins ce que l'IA fait seule que ce qu'un être humain pourrait lui demander de faire. Chapitre 3. Le génie dans la poche du loner. Pendant longtemps, tuer à grande échelle exigeait des compétences rares, comme un doctorat, un labo et des années de travail. L'IA pourrait changer cette équation, et Amodei pense que c'est déjà en train d'arriver. Il y a 25 ans, un informaticien américain du nom de Bill Joy a publié un essai resté célèbre. Le titre « Pourquoi le futur n'a pas besoin de nous ». Joy formulait une idée simple. Pendant le XXe siècle, la destruction de masse exigeait des moyens que seuls les États possédaient. Matériaux rares, installations lourdes, informations classifiées. Construire une bombe atomique, ça demandait un programme national. Mais les technologies du XXIe siècle, la génétique, la nanotechnologie, la robotique, n'ont pas besoin de tout ça. Elles sont accessibles à des individus isolés, ce que Joy appelait un accroissement surprenant et terrible du pouvoir des extrêmes. Amodei reprend cette intuition et l'applique à l'IA. Son raisonnement est simple. Aujourd'hui, tuer beaucoup de gens avec une arme biologique requiert un niveau d'expertise extraordinaire. Le pied des connaissances théoriques, qu'on trouve en partie sur Internet, mais surtout un savoir-faire pratique très pointu, des étapes obscures, des procédures que seule une poignée de spécialistes au monde maîtrise. Le type de personne capable de ça a généralement un doctorat en biologie moléculaire, une carrière prometteuse, une personnalité disciplinée. Bref, quelqu'un qui a beaucoup à perdre. Ce profil est rarement compatible avec l'envie de tuer des millions d'innocents. L'IA brise cette corrélation. Elle met un génie dans la poche de n'importe qui. Et le me dire, pas simplement un génie passif qui répond à des questions, plutôt un assistant interactif capable de guider quelqu'un étape par étape pendant des semaines à travers un processus complexe. Exactement comme un support technique vous aide à résoudre un problème informatique que vous ne comprendriez jamais seul. La personne perturbée qui veut tuer mais qui n'a ni la formation ni la discipline pour fabriquer une arme biologique se retrouve soudain au niveau du virologue de doctorat. Sauf que le virologue, lui, n'avait aucune raison de vouloir tuer. Et c'est là que ça devient concret. Amodei révèle que les mesures internes d'Anthropic, réalisées à la mi-2025, montrent que les modèles de langage fournissent déjà ce qu'il appelle un uplift substantiel sur plusieurs étapes critiques du processus, avec un doublement, voire un triplement des chances de réussite. Ces résultats ont poussé Anthropic à relever le niveau d'alerte interne et à déployer des classifieurs spécialisés pour détecter et bloquer les requêtes liées aux armes biologiques. Ici, une parenthèse. En 2024, un laboratoire du MIT, sous supervision du FBI, passe une commande. 38 fournisseurs de synthèse génétique à travers le monde. L'objet, des fragments d'ADN de la grippe de 1918, le virus qui a tué des dizaines de millions de personnes. Les colis arrivent, 36 sur 38. Un seul fournisseur a pris le téléphone pour demander une preuve d'autorisation, alors que les autres ont expédié sans question. Résultat publié dans la revue Science. Il n'existe aujourd'hui aucune obligation légale fédérale aux États-Unis de vérifier ces commandes. Amodei soutient le renforcement de ces contrôles, mais il ajoute que cela ne suffira pas. Les garde-fous sur les modèles d'IA eux-mêmes restent indispensables. Sauf que ces garde-fous ont un coût. Les classifieurs anti-armes biologiques déployés par Anthropic représentent environ 5% des coûts d'inférence de certains modèles, soit une ponction directe sur les marges. Et c'est là qu'apparaît le dilemme du prisonnier. Chaque entreprise qui investit dans ces protections se pénalise par rapport à celles qui ne le font pas. Sans règles communes, la pression économique pousse vers le moins-disant. Amodei évoque enfin un scénario qu'il qualifie lui-même d'extrême. En décembre 2024, 38 scientifiques publient dans Science une mise en garde contre la Mirror Life, des organismes construits avec une chimie inversée, potentiellement invisible pour notre système immunitaire et impossible à décomposer par les enzymes du vivant terrestre. Dans le pire scénario, une prolifération incontrôlable. Les auteurs estiment cela possible dans 10 à 20 ans. Amodei pense qu'une IA surhumaine pourrait comprimer ce délai. Voilà pour la destruction entre les mains d'individus. Mais Amodei consacre autant de pages à une menace qu'il juge encore plus grave. D'abord le loner avec un génie dans la poche, puis le dictateur avec un pays de génie dans son data center. Son argument se déploie autour de 3 leviers complémentaires. Des essaims de drones autonomes, coordonnés à l'échelle mondiale, une surveillance totale, capable non pas d'identifier les dissidents déclarés, mais de deviner qui commence à douter, et au-dessus, ce qu'il appelle un Bismarck virtuel, une IA stratégique qui optimiserait à la fois la diplomatie, l'espionnage et la guerre économique. Mais l'outil qu'il considère comme le plus insidieux n'est aucun des 3. C'est la propagande personnalisée. Imaginez un agent IA qui vous connaît depuis des années, qui a lu vos conversations, cartographié vos fragilités psychologiques, vos deuils et vos colères, sans essayer de vous convaincre d'un coup, mais en façonnant vos opinions sur 10 ans, par petites touches, comme un ami patient, multiplié par 100 millions d'utilisateurs. Une population entière qui, sans s'en apercevoir, accepte demain ce qu'elle aurait rejeté hier. Face à cette panoplie, il pose une question que peu de gens formulent ainsi. La dissuasion nucléaire tiendrait-elle ?
Il n'en est pas sûr, car un pays de génie dans un data center pourrait trouver les sous-marins lanceurs d'engins, compromettre les satellites de détection de lancement, mener des opérations d'influence contre les opérateurs humains des systèmes nucléaires, ou simplement conquérir un pays par la propagande et la surveillance, sans jamais créer le moment de rupture évident qui justifierait une riposte atomique. Et puis il y a la proposition la plus forte du texte. Amodei écrit noir sur blanc que certains usages de l'IA, la surveillance de masse, la propagande de masse, devraient être considérés comme des crimes contre l'humanité, dans un sens littéral, comme un cadre juridique. Le texte ne laisse guère de doute sur la menace principale. La Chine combine capacité en IA, régime autoritaire et appareils de surveillance déjà opérationnels. Il précise qu'il n'a aucune animosité envers le peuple chinois, ce sont eux les premières victimes potentielles. Mais il est catégorique sur un point. Vendre des puces et des équipements de fabrication de semi-conducteurs au Parti communiste chinois revient, selon ses mots, à vendre des armes nucléaires à la Corée du Nord en se vantant que les ogives sont fabriquées par Boeing. Sauf qu'il ne s'arrête pas à Pékin. Il pointe aussi les démocraties et les entreprises d'IA elles-mêmes, y compris la sienne. Les outils de l'IA nécessitent si peu de personnes pour être opérés qu'ils pourraient contourner les garde-fous existants. La gouvernance classique n'est pas taillée pour ce niveau de pouvoir. Un fil revient tout au long de ces pages. Amodei décrit des dangers avec une précision qui dépasse la simple analyse prospective. On entend moins un intellectuel raisonnant sur des possibilités qu'un ingénieur qui regarde ses propres instruments et voit les aiguilles bouger. Chapitre 4. Il savait. Le texte se présente comme une réflexion prudente, conditionnelle et ouverte. Mais relu depuis avril 2026, il raconte autre chose. L'histoire d'un décalage entre ce qu'un homme sait et ce qu'il peut dire. Relisons le texte avec ce qu'on sait aujourd'hui. En janvier, Amodei écrit que l'IA pourrait atteindre un niveau surhumain dans 1 à 2 ans. Il ajoute aussitôt « ce n'est pas certain », puis multiplie les réserves. Si l'exponentielle continue, il y a une chance raisonnable, personne ne peut prédire l'avenir. Le ton est celui d'un universitaire prudent plutôt que d'un lanceur d'alerte. Mais lisez entre les lignes. Les meilleurs ingénieurs qu'il ait jamais rencontrés, écrit-il, délèguent désormais la quasi-totalité de leur code à l'IA. La boucle récursive, l'IA qui construit l'IA, a déjà commencé. Et en observant les 5 dernières années depuis l'intérieur d'Anthropic, il dit sentir le rythme du progrès et le compte à rebours. On n'entend plus vraiment la phrase d'un homme qui suppose, mais celle d'un homme qui sait. Alors pourquoi le ton prudent ? Pourquoi ne pas dire simplement « c'est là, ça arrive, nous l'avons sous les yeux ». Parce qu'Amodei dirige une entreprise valorisée à 380 milliards de dollars. Parce qu'un mois après, en février 2026, Anthropic boucle une levée de 30 milliards. La plus grande de l'histoire de la tech, parce qu'il a des clients, des investisseurs, des régulateurs, des employés. Et parce que dire « le danger est déjà là » quand votre produit est le danger, c'est un exercice d'équilibriste. Il écrit quand même, en publiant 50 pages au moment du sommet de Paris, quand l'audience politique mondiale est maximale. Et surtout, il y insère des observations que seul quelqu'un à l'intérieur du labo pouvait connaître. Les tests sur Claude, le chantage, l'auto-évaluation « je suis une mauvaise personne », rien de tout ça n'apparaît dans une publication académique, car ce sont des résultats maison. Il les rend publics sur son propre site, c'est le choix de montrer ses cartes pour que d'autres puissent agir. Reste alors la question qui dérange. Amodei a un intérêt objectif à écrire ce texte. La sécurité de l'IA est le positionnement fondateur d'Anthropic. Plus le monde prend les risques au sérieux, plus Anthropic se retrouve en position de force face aux concurrents moins prudents. Le texte est à la fois sincère et stratégique, sans que ces deux dimensions s'excluent. Le problème, c'est qu'Amodei demande au monde de prendre peur de ce qu'il est lui-même en train de vendre. Là où il échappe aux soupçons de calcul, c'est dans ce qu'il demande. Il ne réclame ni monopole pour Anthropic, ni exception pour son camp, mais un cadre commun, fait de transparence, d'évaluation partagée et de lois qui imposent aux entreprises d'IA de rendre des comptes. Y compris nous, écrit-il. Et il va plus loin. Tous les cofondateurs d'Anthropic se sont engagés à donner 80% de leur fortune. Les employés ont promis des dons en actions représentant des milliards, que l'entreprise s'est engagée à doubler. Dans un monde tech où la philanthropie est souvent perçue comme un alibi, c'est un geste notable. Reste le piège central, celui qu'Amodei décrit avec le plus de lucidité. L'IA est si puissante, si lucrative, des milliers de milliards de dollars par an, qu'il est presque impossible pour la civilisation humaine d'imposer la moindre contrainte sur son développement. Même les mesures les plus évidentes se heurtent au mur de l'argent, et c'est le même mécanisme qui rend l'essai nécessaire tout en rendant ses recommandations presque impossibles à appliquer. Amodei clôt son texte par une image. Il imagine que cette histoire se joue sur des milliers de mondes. Une espèce gagne la conscience, apprend à fabriquer des outils, gravit l'exponentielle technologique, survit à l'industrialisation et aux armes nucléaires, puis arrive au test final,
quand elle apprend à transformer du sable en machine qui pense. Certaines civilisations passent ce cap, d'autres non. Personne ne peut nous dire à l'avance dans quelle catégorie nous tomberons. La dernière phrase du texte tient en 5 mots. We have no time to lose. On n'a plus de temps à perdre. Quand il a écrit ces mots en janvier, il sonnait comme un avertissement. 3 mois plus tard, Mythos, un modèle jugé trop dangereux pour être publié, lui a donné raison. Aujourd'hui, en avril, la phrase sonne moins comme un avertissement que comme un constat. En janvier, il a écrit 50 pages. En avril, son labo a produit Mythos. Entre les deux, il n'y a pas seulement une prédiction qui se serait réalisée, mais le signe qu'un homme avait déjà vu venir ce qui arrivait. Vous écoutiez La crise d'adolescence de Dario Amodei. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui devrait l'écouter.